Et j'ai grandi dans des conditions vraiment modestes, avec 3 chambres et une seule salle de bain dans la maison à Queens. Et puis, quand je suis entré dans le monde de l'immobilier, je me suis dit, il y a des choses qui sont exagérées, d'autres qui sont absolument nécessaires, et certaines qui sont juste. C'est ça, que la plupart des promoteurs construisent des tours. Jill Dazer construit des icônes. Il a transformé l'immobilier de luxe en une forme d'art, fusionnant l'innovation avec le storytelling de marque à travers des projets révolutionnaires comme la Porsche Design Tower et les Bentley Residence. Mais ce qui distingue Gilles, ce n'est pas seulement la silhouette urbaine qu'il a transformée, c'est l'état d'esprit qu'il apporte. Quand vous êtes le propriétaire de l'entreprise, vous devez tout faire vous-même. Vous pouvez compter sur certaines personnes. J'ai d'excellentes personnes qui travaillent pour moi, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde le fasse. Vous devez le faire vous-même. Je n'ai rien fait qui n'ait jamais été fait auparavant. J'ai simplement assemblé des éléments d'une manière qui n'avait jamais été faite. Tout est disponible aujourd'hui. Tout peut être fait aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il y a toujours une solution. Penseur audacieux issu d'une famille de visionnaires, la mission de Gilles est de créer des espaces qui redéfinissent notre façon de vivre, de nous déplacer et de vivre le luxe. Pour lui, un bâtiment n'est pas seulement du verre et du béton, c'est de la culture. Quand j'ai fait la Porsche, personne ne voulait me parler. C'était cette idée folle d'installer un ascenseur pour voiture. J'ai finalement trouvé un gars qui a pu le construire pour moi. Une fois que nous l'avons construit, maintenant toutes ces autres grandes entreprises d'ascenseurs me disent « On est peut-être passé à côté de quelque chose de vraiment important ». Tout est une question de risque calculé et il faut se sentir à l'aise. Et je me sens vraiment, sincèrement à l'aise quand je dis que tout peut être construit aujourd'hui. C'est juste une question d'argent. Gilles, tout d'abord, merci d'être venu, je t'apprécie. Et c'est l'une de mes citations préférées parce que je pense qu'elle reflète vraiment ta personnalité. Donc la citation, c'est « Si je ne peux pas vivre ici, je ne peux pas le vendre ». Et c'est l'une de mes préférées parce que je pense que tu as des exigences très élevées dans ce que tu fais dans la vie, dans ce que tu construis. Mais je vais simplement te demander, avec tes propres mots, qu'est-ce que cette citation signifie pour toi? Eh bien, ça veut dire, tu sais, j'ai grandi dans des conditions vraiment modestes jusqu'à l'âge de 7 ans. J'ai grandi dans une maison à Queens avec 3 chambres et une salle de bain. Ensuite, on a déménagé à Tenafly, dans le New Jersey. C'est là que j'ai grandi, que je suis allé à l'école et tout. Et c'est là que, tu sais, j'ai ouvert les yeux en voyant que mes amis avaient ces immenses maisons et toutes sortes de choses. Et j'ai commencé à voir comment on pouvait vivre, tu vois. Et puis, quand je suis entré dans le monde de l'immobilier, évidemment, en me promenant et en voyant toutes ces choses incroyables, je me suis dit, bon, il y a des choses qui sont exagérées, d'autres qui sont absolument nécessaires et d'autres qui sont juste bien. Donc, quand on regarde ces appartements, je dis, tu sais, si tu veux vendre quelque chose, tu dois y croire. Tu vois, je ne me trompe pas. Je construis aussi des appartements plus petits, tu sais, des 1 chambre, des 2 chambres. Et encore une fois, j'aurais pu y vivre peut-être quand j'avais 20 ans, 25 ans, tu vois. Mais à mon âge aujourd'hui, où j'ai la possibilité d'acheter quelque chose de mieux, je me dis, si je cherche ce client, tu sais, tout ça vient aussi du fait que je vois beaucoup de promoteurs, ce que j'appelle se moquer du client. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils lui montrent une cuisine et une salle de bain, puis ils lui montrent des plans et ils font croire au client que c'est autre chose et au final, le produit est vraiment nul. Oui, tu as la cuisine et la salle de bain que tu as vues, mais nous, on est les seuls promoteurs à construire un appartement grandeur nature dans notre bureau de vente pour montrer les vraies tailles, les vraies pièces que tu vas avoir. Parce qu'on n'est pas là pour se moquer du gars. Si tu achètes quelque chose à ce niveau, à 7, 8, 10 millions de dollars, on vient de vendre le Penthouse pour 33 millions de dollars, donc si on vend à ce niveau, tu dois vraiment traiter ce client avec respect et avec l'intelligence qu'il a très probablement, en lui montrant tout ce qu'il va obtenir. Donc si je n'achèterai pas quelque chose, je ne peux pas le vendre. Et je n'achèterai pas dans un programme où on me montre une cuisine, une salle de bain, quelques photos et un majordome qui me sert quelque chose qui était là aujourd'hui et qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai assisté à ces démonstrations. Oui, et la blague, c'est que sans citer aucun de mes concurrents, il y a certains de ces condos sous marque hôtelière où vous arrivez le soir et le restaurant est fermé. Et on se demande, mais quel genre de marque hôtelière reste? Alors que dans mes établissements, nous n'avons pas ces marques hôtelières. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à engager les meilleurs directeurs qui travaillent dans ces hôtels et à les laisser gérer le condo. Et pour eux, c'est évident, ça paraît logique. Il semble que si tu regardes le luxe, si tu regardes les plus grandes et meilleures marques de luxe au monde, elles doivent prendre leurs clients au sérieux, sinon elles ne survivront jamais. Donc je ne vois pas pourquoi l'immobilier serait différent. Si tu regardes Hermès, si tu regardes n'importe quelle belle marque de luxe comme Louis Vuitton, Moet Hennessy, ils doivent prendre le client au sérieux. Et il y a des raisons à cela. Tu sais, il y a des acheteurs qui veulent juste acheter et des vendeurs qui leur vendent du rêve, qui vendent le côté glamour, pas le produit en lui-même, j'ai pour ainsi dire. Donc, comme ils le font et ça marche.
Je veux dire, tout se vend. Mais je crois que tu sais, quand nos clients viennent, ils voient exactement ce qu'ils obtiennent. C'est une excellente façon de gérer les attentes. Donc, quand ils entrent, ils ne sont pas... Tu sais, dans beaucoup de ces mêmes immeubles, les gens viennent voir la cuisine et la salle de bain, et au moment où l'immeuble est prêt, la moitié de ces unités sont revendues, parce que les gens ne sont pas... Nécessairement satisfait. Est-ce que c'est quelque chose, cette idée, est-ce que c'est quelque chose que tu as... Parce que je sais que ton père était très présent à New York et qu'il construisait à New York, et je connais un peu ton histoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as apporté du nord de New York en Floride du Sud, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui t'est propre? Eh bien, je dirais que c'est vraiment à moi. Mon père n'a jamais construit à New York. Il est propriétaire. Il achetait des immeubles, les rénovait, installait de nouveaux ascenseurs, de nouvelles fenêtres, puis les louait. Certains, il les transformait en copropriété. Il les vendait étage par étage, par étage, par étage. C'est comme ça qu'il a commencé dans les années 70. Mais c'est un trait de personnalité. Je crois que lorsque vous vendez quelque chose à un client à ce niveau de prix, je ne parle pas du gars qui achète pour 500 000 $. C'est le genre de choses ordinaires, d'accord, très bien. Et nous faisons ces travaux-là. Vous savez, je suis généralement associé, mais je ne suis pas impliqué dans ce genre de travaux, mais on gagne aussi de l'argent avec ces choses-là. Mais si vous vendez à quelqu'un sa véritable maison, là où il va se réveiller chaque matin, prendre sa douche, vous voyez, et ce client-là, vous rencontrez vraiment le gars, et vous concluez l'affaire en se serrant la main, il possède en quelque sorte une part de vous, vous voyez, et vous devez tenir votre promesse pour ce gars-là. C'est très important, vraiment très important, et il faut le prendre au sérieux. Et beaucoup de gens, là, vous savez, ce sont juste des usines de production et ils ne réalisent pas qu'ils construisent les maisons des gens là où ils vivent. Et vous savez, moi, je prends ça très au sérieux. C'est un gars qui va se réveiller et se brosser les dents chaque matin. Et si l'eau n'est pas chaude, il va penser à moi, vous voyez, et je ne veux pas être dans cette situation. Donc, je ne veux pas être dans ces pensées le matin. Est-ce que, vous savez, si vous réfléchissez à ce que vous avez construit et à votre propre définition du luxe, vous partagez déjà de très bonnes idées et des perspectives sur le fait de mettre le client en premier et simplement, vous devez en fait construire une partie de leur vie. Vous construisez essentiellement une partie de leur vie. Quand vous pensez à ce qu'est vraiment le luxe, quelles sont certaines des idées autour du luxe que vous avez et qui pourraient être de bonnes idées pour n'importe quel entrepreneur? Quelque chose qui concerne simplement la façon dont vous vous concentrez sur le client, la façon dont vous vous concentrez sur l'expérience. Ce sont des choses qui se retrouvent dans tous vos bâtiments, mais si vous pensez, d'accord, mon client type est telle ou telle personne, comment réfléchissez-vous à ce que vous allez offrir à cette personne? Nous regardons qui est cette personne. Eh bien, dans notre cas spécifique, nous nous demandons comment ce client vit. Vous voyez comment il vit. Que fait-il chaque jour? Est-ce qu'il va travailler? Vous savez, ces personnes sont des investisseurs, ils possèdent des entreprises. Ce ne sont pas forcément... Quelle est l'utilisation de cet appartement? Est-ce que ce sera une résidence principale, une résidence secondaire, une maison de vacances? Vous voyez? Et nous adaptons le produit exactement à cela. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des personnes qui viennent dans l'immeuble. Ils restent là pendant 2 ou 3 semaines d'affilée. Ils travaillent pendant la semaine et le week-end, mais en même temps, ils ont la possibilité d'appuyer sur un bouton et de commander le service en chambre dans leur appartement. Vous voyez, tout est là, comme dans un hôtel, mais sans les clients de passage. Dans Ville, il n'y a pas de clients de passage. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui rend notre immeuble spécial. Différent de tous les autres immeubles à Miami, chacun de nos balcons a sa propre piscine. Donc, c'est le genre d'immeuble où, si vous voulez connaître votre voisin, vous descendez et vous êtes sociable. Mais si vous voulez juste, vous savez que tout le monde vous laisse tranquille. Vous pouvez rester à l'étage, laissez-moi tranquille. Restez tranquille. Faites ce que vous voulez. Restez dans l'appartement. Vous n'avez même pas besoin de sortir pour manger. Vous pouvez vous faire livrer à l'étage. Exactement comme... Une expérience d'hôtel. Exactement. Comme à l'hôtel, donc vous avez l'expérience que vous voulez. Et c'est ça le luxe. Le luxe, c'est offrir aux gens toutes les options possibles. Pas seulement l'option A, B ou C, mais des options de A à 1 milliard, vous voyez? Oui, je pense que quand je pense à ce que tu fais, tu es un innovateur. Je veux dire, tu as innové avec la technologie. On va en parler dans un instant avec le déservateur. Mais je pense que même si tu remontes aux immeubles de luxe de grandes marques, tu as travaillé avec Trump, Porsche, Armani, Bentley. Et c'est déjà pensé différemment. Quand tu as commencé à faire ça, ce n'était pas la norme. Alors, quel a été le processus de réflexion, parce que c'est une idée très intéressante, d'apporter le luxe d'un tout autre domaine? Je veux dire, Trump était dans l'immobilier, mais les autres ne l'étaient pas, et d'apporter ce luxe, puis de le combiner pour offrir cette expérience client ultime. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a permis de voir cette opportunité et de la saisir? On remonte un peu dans le temps, mais... Eh bien, dans chaque cas, tu sais, donc l'histoire avec Trump s'est produite, oui, et c'est arrivé juste après le 11 septembre. Il cherchait et nous avions besoin
nous étions à Sunny Isles Beach, qui, en 2000, personne ne savait même où c'était. Tu sais, ce n'était même pas sur la carte. Elle venait tout juste d'être incorporée en 1997 comme une ville à part entière, avec son propre commissariat de police, tout ça. Donc la ville était relativement nouvelle. C'est très récent. Oui, très récente. Et donc, en 2001, on s'est dit on avait fait un gros investissement là-bas. On a commencé à acheter des propriétés juste avant que la ville soit incorporée. Donc, on achetait des motels et des petits hôtels le long de la plage. Au sommet, on possédait 27 propriétés différentes. Et puis la ville s'est constituée, a changé le code de zonage, a autorisé le développement de gratte-ciel. On a revendu certaines propriétés, puis on en a acheté d'autres. C'est toute une histoire en soi. Mais ensuite, on s'est dit qu'il nous fallait quelque chose au niveau marketing pour mettre cet endroit sur la carte, okay, pour que tout le monde réalise que Miami Beach était génial, South Beach était génial, Belle Harbor était incroyable, Golden Beach était incroyable. C'était ça, le meilleur. Sunny Isles se trouvait juste entre Belle Harbor au sud, Golden Beach au nord et Aventura à l'ouest. Donc, on était entouré par 3 des quartiers les plus huppés de Miami. C'était juste logique qu'ils allaient venir s'installer. Un remplissage naturel, si tu veux. Tu voyais ça arriver depuis New York. Oui, enfin, tu le voyais déjà depuis l'avion. Tu le voyais littéralement depuis l'avion. Je veux dire, tu le voyais parce que Sunny Isles n'était pas incorporé. Pour avoir un policier de là-bas, il fallait 40 minutes parce qu'il n'y avait pas de police locale. Et donc, quand ça arrive, ces motels deviennent des petits endroits louches avec des prostituées, des dealers de drogue, tout ce genre de choses se passait là-bas. Et on a pu acheter en bord de mer relativement pas cher grâce à ça. Et donc, relativement pas cher comparé à ce que ça vaut aujourd'hui, ouais, à l'époque, on payait 2 millions de dollars l'acre. Ce qui se vend aujourd'hui à 100 millions de dollars l'acre. Donc 50 fois plus d'accord, oui, c'est fou. C'est vraiment fou et on paie toujours ces 100 millions de dollars l'acre. Maintenant, pour les dernières de propriétés qu'on achète, donc on profite de la hausse et on se paie nous-mêmes, vous savez, l'argent en plus, mais c'est pour ça que ça vaut autant, parce que maintenant les marchés ont augmenté, le prix au pied carré, vous savez, quand c'était 2 millions l'acre, on vendait à 300 $ le pied carré. Maintenant, on vend à 3000 $ le pied carré. Donc, vous savez, le monde a un peu changé là-bas. Mais on avait besoin de Trump pour vraiment mettre Sunny Isles Beach sur la carte. Mettre notre projet sur la carte, attirer la bonne attention, et puis on a réalisé à quel point tout ce concept de marque était puissant. J'avais Trump à la télévision tous les mercredis soirs avec The Apprentice. C'était comme s'il était ma publicité d'1 heure chaque soir. C'est ce que j'étais. Et on organisait des soirées Apprentice dans notre bureau de vente, et on appuyait vraiment sur ce bouton Apprentice. Il était au sommet, et on faisait énormément de ventes. C'était au début des années 2000. Je veux dire, entre 2001 et 2007, tout ce que tu touchais marchait. Tout était en hausse. C'était fou. C'était fou, vraiment fou. À cette époque, on a fait 6 immeubles Trump, 2000 unités Trump, plus de 2 milliards vendus en immobilier de la marque Trump. Mais plus important encore, j'ai compris ce que fait vraiment la marque. Ça nous a aidé à nous faire connaître en tant que promoteurs. Ça a aidé à mettre la ville, la région sous les projecteurs, à attirer l'attention. Je me souviens que mes concurrents disaient « Oui, on est dans l'immeuble à côté de Trump ». Vous savez, quand vos concurrents disent qu'ils sont à côté de Trump, alors vous savez que vous avez gagné, non? Comme je l'ai dit, on est à côté de Porsche. Donc, je veux dire, là, vous savez que vous avez gagné quand vos concurrents utilisent votre immeuble comme point de repère. Donc, et bien sûr, en 2007, on s'est fait surprendre comme tout le monde. Nous devions 475 millions de dollars aux banques. J'avais des immeubles qui se fermaient au moment même où on parle, et donc c'est vraiment en 2009 que, quand on a appelé pour les signatures finales, il n'y avait personne parce que le marché était mort. On a renégocié toutes nos situations avec la banque en 2010 et en 2011, on les a tous remboursés. On a remboursé 475 millions de dollars. En 2011, chaque unité a été vendue et on a remboursé nos prêteurs comme il se doit. On n'a perdu aucun immeuble et pour moi, c'est à ce moment-là que mon père a dû un peu se retirer des affaires. Et pour moi, ça m'a mis sur la carte, au moins aux yeux des prêteurs, parce que j'étais, moi et je crois un autre promoteur, les seuls à avoir remboursé nos prêts à l'époque. Tout le reste, c'était des actes dans une boîte, des saisies, ils les ont récupérés. Donc c'était un moment difficile, tu sais. Quand tu penses à ce que tu as pu accomplir par rapport à la grande majorité des gens, quand tu réfléchis, parce que j'aime toujours tirer des leçons pour quelqu'un qui n'est évidemment pas encore à ton niveau, mais qui est encore en train de progresser, si tu devais parler simplement de résilience, de persévérance, des choses que tu as surmontées dans ta vie, quelle serait la leçon pour quelqu'un qui est un entrepreneur débutant, qui traverse ça, en espérant qu'il ne doive pas, lui, 400 millions de dollars? Ouais,
475, presque un demi-milliard. Ouais, je veux dire, c'est une expérience qui remet les idées en place. Tu sais, tu te réveilles et tu es endetté de presque un demi-milliard de dollars et tu te dis, mon Dieu, il n'y a personne pour fermer. Tu sais, on avait toutes ces unités vendues. Ouais, bah, tout le monde, avec 20% d'acompte, on avait le projet vendu pour 1 milliard 100 millions de dollars. D'accord. Et avec tous ces acomptes de 20%, la valeur a chuté de moitié. Donc, un gars avec un acompte de 20%, disons qu'il avait une unité à 1 million de dollars avec un acompte de 200 000, maintenant, l'unité ne vaut plus que 500 000. Il ne va pas conclure la vente. Pourquoi? Pourquoi perdrait-il son argent? S'il finalisait, il perdrait en gros un demi-million de dollars. Nous avons renégocié avec certains d'entre eux pour qu'ils ne perdent pas leurs 200 000, mais ensuite des avocats y sont apparus avec des sites comme récupérezvotreacompte.com et tout ce genre de choses. Donc, tu sais, les gens n'ont pas conclu la vente. Et donc, encore une fois, le produit était bon. Emplacement. Nous étions sur la plage. Nous avions des unités de la bonne taille. Nous avions encore la marque Trump dans l'immeuble. Et plus précisément, en 2010, le Brésil a décollé. Au Brésil, le dollar était faible par rapport au réal. Et nous sommes entrés par le nord du Brésil. Nous avons eu certains des meilleurs courtiers et des meilleurs clients du Brésil qui ont fait beaucoup de bruit en achetant Trump. Les Brésiliens adorent Trump. Ils adorent Trump. Hein? Ils aiment toujours Trump. Oui, ils savent qu'ils aiment Trump. Et donc, voilà, on a fini par attaquer le marché brésilien de façon intensive et vendre des unités. On vendait presque 30 unités par mois à un prix plus bas. Tu ne te donnes pas assez de crédit parce que je sais très bien que tu continuais à passer des appels et à renégocier. Ah oui, j'étais dessus. Au téléphone avec tout le monde, c'est ça la leçon, je veux dire. Il faut juste s'accrocher et continuer. La réponse, c'est que quand tu es le propriétaire de l'entreprise, tu dois tout faire toi-même. Tu sais, tu peux compter sur certaines personnes. J'ai des gens formidables qui travaillent pour moi, mais tu dois t'en occuper. Tu ne peux pas juste t'attendre à ce que tout le monde le fasse. Tu dois le faire toi-même. Comme tu l'as dit, si tu es le fondateur, si tu es le propriétaire, tu dois te débrouiller. Mais aussi, je pense que ce dans quoi tu es vraiment bon, c'est... Tu ne te mets jamais au-dessus des autres. Tu vas sur le terrain. Tu es humain avec les autres. Tu fais ce qu'il faut. C'est ma boîte. Si ça échoue, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas... Sur eux, ils auront un autre boulot demain. Je ne sais pas si tout le monde à ton niveau pense encore comme ça. Tu dois le faire. C'est à toi. Qui va en prendre soin comme toi? C'est ton bébé. Ton enfant, tu sais. Donc, tu dois t'assurer que tout soit fait. Et je sais que je peux être frustré et bruyant parfois. Tu sais, je peux l'être quand les choses ne vont pas comme je veux ou que les gens ne font pas les choses comme je le souhaite. Et parfois, très souvent même, je dois montrer à quelqu'un comment faire les 3, 4 ou 5 premières fois. Et ensuite, ils comprennent et le font eux-mêmes. Ce qui est vraiment ce qui s'est passé à la Trump Tower. Nous contactions des propriétaires d'unités qui avaient déjà versé des acomptes. Donc, ce n'est pas comme si je faisais du démarchage à froid en disant « Hey, tu veux acheter une unité? » Ce gaz-là avait déjà des centaines de milliers de dollars dans ma poche. J'essayais de l'aider. Faire en sorte qu'une unité soit vendue. Donc, c'était juste une question d'enseignement. Enseigner le système, enseigner les calculs, enseigner le reste. Les niveaux où nous sommes, ce que nous pouvons faire et comment nous y arrivons. Et ensuite, je l'ai donné à mes équipes qui faisaient vraiment avancer les choses. Dirais-tu que, dans toute ta carrière, c'était probablement l'une des périodes les plus stressantes de... Oui, c'était étrange, c'était effrayant. Tu sais, tu te réveilles le matin et le monde entier s'effondre, et jour après jour après jour, ce n'était pas juste, c'était mauvais, c'était vraiment mauvais. Nous avons envoyé nos avis de fermeture un mercredi. Et ce vendredi-là, Lehman Brothers s'est effondré. 2 jours après, je me suis dit, putain, qui va fermer maintenant? Et c'était juste, on ne savait pas à quoi s'attendre, parce que je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant, et je n'avais jamais connu ça, je ne l'avais jamais vu. Mais une chose que j'ai apprise et qu'on ne m'a jamais enlevée, c'est que c'est de l'immobilier. Tu peux le toucher, tu peux le prendre. Donc, sa valeur dépend de ce que les gens pensent, de ce qui, pour moi, je n'aimais pas vraiment. Comment tu sais pourquoi est-ce se baser sur le sentiment des consommateurs? S'ils pensent que c'est bien, la valeur monte. S'ils pensent que c'est mauvais, la valeur baisse. Mais pourquoi? C'est le même putain d'immobilier, c'est le même bâtiment. Ils donnent sur le même océan. Donc, si vraiment ce qui fait bouger les prix, c'est le sentiment des consommateurs basé sur ce qu'ils voient aux infos ou sur les taux d'intérêt, le business, alors il suffit d'attendre, tu sais, d'attendre qu'ils se sentent à nouveau bien. Donc, tu sais, si tu peux, évidemment, si tu en as les moyens, attends, parce que c'est idiot. La raison pour laquelle les choses évoluent en même temps, c'est que je suis ce gars-là. Quand le sentiment des consommateurs est bas, j'achète tout à nouveau. Tu sais, parce que si ce gars-là voit que le ciel est en train de tomber, très bien, je vais attraper ce gars-là. NetSuite est une histoire à succès. Partenaire, maintenant, que réserve l'avenir pour les entreprises? Si tu demandes à 9 experts, tu obtiendras 10 réponses.
Marché haussier, marché baissier, les taux vont monter, les taux vont baisser. Honnêtement, j'aimerais juste que quelqu'un invente une boule de cristal. Mais en attendant, plus de 41 000 entreprises ont préparé leur avenir. Avec NetSuite par Oracle, le cloud ERP numéro 1 qui réunit la comptabilité, la gestion financière, l'inventaire et les ressources humaines sur une seule plateforme fluide et dynamique. Avec des informations et des prévisions en temps réel, vous anticipez l'avenir grâce à des données exploitables. Et lorsque vous clôturez les comptes en quelques jours au lieu de semaines, vous passez moins de temps à regarder en arrière et plus de temps à vous concentrer sur l'avenir. Si j'avais eu besoin de ce produit, c'est celui-ci que j'aurais utilisé. Que votre entreprise génère des millions ou même des centaines de millions, NetSuite vous aide à répondre aux défis immédiats et à saisir vos plus grandes opportunités. Et en parlant d'opportunités, téléchargez le guide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les directeurs financiers. Le guide est gratuit. C'est netsuite.com/Scott Clary. Indeed est un partenaire de Success Story. Maintenant, disons que vous venez de réaliser que votre entreprise avait besoin d'embaucher quelqu'un rapidement. Comment pouvez-vous trouver des candidats exceptionnels rapidement? C'est facile. Utilisez simplement Indeed. Quand il s'agit de recrutement, Indeed est tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez de vous battre pour que vos offres d'emploi soient vues sur d'autres sites. Les offres sponsorisées sur Indeed vous aident à vous démarquer et à recruter rapidement. Et avec les offres sponsorisées, votre annonce remonte en haut de la page pour les candidats pertinents, afin que vous puissiez atteindre plus rapidement les personnes que vous recherchez. Et cela fait une énorme différence. Selon les données d'Indeed, les offres sponsorisées publiées directement sur Indeed reçoivent 45% de candidatures en plus que les offres non sponsorisées. En plus, avec les offres sponsorisées Indeed, il n'y a pas d'abonnement mensuel, pas de contrat à long terme. Vous ne payez que pour les résultats. Il n'est plus nécessaire d'attendre. Accélérez vos recrutements dès maintenant avec Indeed et les auditeurs de cette émission recevront un crédit de 75 $ pour une offre sponsorisée afin de donner plus de visibilité à vos annonces. Allez simplement sur Indeed.com/Clary dès maintenant et soutenez notre émission en indiquant que vous avez entendu parler d'Indeed sur ce podcast. Indeed.com/Clary. Les conditions générales s'appliquent. Voilà, si vous recrutez, Indeed est tout ce dont vous avez besoin. Penses-tu en ce qui concerne les bâtiments que tu construis que ce sont des investissements ou plutôt du pur luxe de style de vie du genre « je veux y vivre » ? Parce que beaucoup de gens qui écoutent ceci pensent aussi à l'immobilier en se demandant comment gagner de l'argent, comment en tirer parti. C'est un investissement, évidemment, parce que c'est un investissement immobilier, et avec le temps, ça prendra de la valeur. Je ne le vends pas aux gens comme un investissement. Je ne pense pas que ce soit un investissement dans lequel j'investirais moi-même pour en tirer un rendement, tu vois, parce que je vends à un gars une unité à 8 millions. Ce sera probablement une unité à 10 ou 12 millions quand ce sera terminé. Et il n'y a aucun doute là-dessus, parce que si tu regardes ce que mes voisins demandent, où en sont les marchés? Donc, je donne au gars une incitation à acheter maintenant, mais il me laisse un acompte de 50%. Donc, sur cette unité à 8 millions de dollars, il me laisse 4 millions de dollars. Si ça monte à 10 millions de dollars et qu'il a gagné 2 millions de dollars, est-ce que c'est un investissement? Je veux dire, je suis sûr qu'il pourrait faire mieux en bourse. Donc oui, il sera gagnant, il aura des parts quand il conclura l'affaire. Il aura ce sentiment réconfortant d'avoir des parts, d'avoir fait une bonne affaire. Mais va-t-il prendre sa retraite grâce à cette unité? Non. Est-ce un bon investissement? Je dirais d'aller mettre votre argent dans le S&P et vous ferez mieux en 4 ans. Vous savez, c'est là que j'appellerais ça un investissement. Mais en même temps, l'investissement vient du fait que si vous n'achetez pas maintenant, vous n'aurez rien à ce prix-là. Parce que si vous pensez que ça va devenir moins cher, attendez un peu. Rien ne devient moins cher. L'immobilier augmente en coût, pas en valeur. C'est là qu'il va y avoir un afflux de coûts par rapport à la valeur. Si on doit commencer à acheter tout ça en Chine avec des tarifs douaniers et tout ce genre de choses, les coûts vont exploser et ça va dépasser la valeur marchande. Et c'est là que vous allez voir un ralentissement dans la construction. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, peu importe ce que vous achetez. Un promoteur est venu me voir il y a 2 ans. Je ne vais pas le nommer. Un promoteur très connu. Des gens intelligents, apparemment plus intelligents que moi. Je vais vous dire la vérité parce qu'ils m'ont montré un projet et j'étais là. Ce truc ne tient même pas la route. Vous savez, ils grattent les chiffres ou non. Les finances, ce n'était pas un super projet. Ce n'était pas... Encore une fois, je n'y investirai pas. Je peux comprendre que d'autres y investissent. Hein. Ils vont gagner un peu d'argent, mais moi, ce n'est pas... Moi, je vise les coûts de circuit. Je veux faire seulement des coûts de circuit et on n'en trouve pas tous les jours. Mais vous savez, on les cherche. Alors, je me suis dit, tu sais, pourquoi ce gars fait-il même ce truc? Pourquoi il perd son temps pour faire un rendement de 6% à la fin? Maintenant, nous voilà 2 ans et demi plus tard, le bâtiment sort de terre, les tarifs augmentent. Je me dis que ce gars-là, c'était une mauvaise affaire à l'époque, donc il est foutu. Non, c'était une mauvaise affaire à l'époque, mais il ne pourra jamais la construire à ce prix-là à nouveau.
Donc, aussi mauvaise que l'affaire ait été, il était le gars le plus intelligent de la planète parce que le coût de remplacement de ce qu'il a fait il y a 2 ans par rapport à aujourd'hui, c'est impossible à refaire. Donc, si c'était sa mauvaise affaire, va finir par être une super affaire. Et moi, tu sais, moi, je ne voulais pas échanger 4 pièces de 25 centimes contre $1 et rester là à attendre. Mais ouais, tu n'as pas non plus de boule de cristal. Mais tu n'en as pas et tu en as une en même temps. Parce que c'est toujours le même schéma, encore et encore. Ce genre de choses, ce n'est pas... Ça ne devient pas moins cher. Tu sais, 2008-2009, c'était une période compliquée, mais tu as réussi à t'en sortir. Quelle était l'idée derrière le fait d'intégrer, parce que Trump était en quelque sorte une marque immobilière bien connue, Porsche, Armani, Bentley, ce ne sont pas vraiment des marques immobilières connues, non, ce sont des marques automobiles ou des marques de luxe, des marques automobiles. Mais quand tu as décidé de suivre cette stratégie et d'intégrer ces noms, quel a été ton raisonnement? Tu avais l'idée de la marque avec Trump, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin et à faire ça? C'était une évolution dans notre façon de penser, en fait. Donc, on a entendu parler de Porsche. Alors, on a commencé avec Porsche Design. D'accord. Tu dois comprendre comment j'en suis arrivé à ces marques automobiles. C'était difficile à l'époque. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec l'immobilier, mais Porsche Design était la partie de la société Porsche qui faisait les lunettes de soleil, les briquets, et ils avaient les magasins de détail. Donc, je suis allé voir la société Porsche Design, et c'est eux qui cherchaient à faire des licences, sachant qu'ils avaient le nom Porsche et le logo dans leur nom, ce qui leur permettait de maximiser leur marque. À l'époque, je crois que toute la partie Porsche Design de la société faisait quelque chose comme 80 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Oh, c'est petit. Très petit, oui, c'est la queue de toute la société Porsche qui faisait 9 milliards. Oui, d'accord. Donc, facile d'accès. Facile de conclure un accord avec eux, et nous avons conclu un accord avec eux. C'était la Porsche Design Tower. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Volkswagen a fait un rachat avec effet de levier sur Porsche. Ils ont pris le contrôle de l'entreprise et ils ont forcé la vente de Porsche Design qui appartenait pour moitié à Porsche, la société automobile, et pour moitié à la famille Porsche. Donc, ils ont forcé la famille Porsche à vendre, puis j'ai été intégré dans le groupe Volkswagen. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à Bentley et à toutes ces autres marques dont nous avons parlé et dont nous parlerons bientôt. Voilà comment ça s'est passé. Ils étaient... D'accord. Donc, comme la petite filiale qui se lance dans l'immobilier, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai dû les convaincre. J'ai dit, regardez, Donald Trump, la seule chose qu'il a, c'est son nom, et il me l'a donné. Il n'avait même pas de produit. Il ne fabriquait pas de voitures ou quoi que ce soit. Vous fabriquez des voitures, il vous faut une composante lifestyle. Oui, vous savez, nous nous sommes assis avec eux, nous les avons vraiment guidés à travers le processus. Parce que beaucoup de choses que nous leur avons apprises, vous avez affaire à des cadres qui ne sont pas au même niveau que notre clientèle, si vous voulez. Et donc, je représentais la clientèle et je disais, voilà ce que le client veut, voilà ce dont il a besoin, voilà ce qu'il recherche. Et eux, ah oui, c'est super, super, super. Et donc, vous savez, ils ne m'ont jamais rien refusé. Quelques petites choses. Nous avons dû arrêter la production de nos brochures parce que les étriers de frein n'étaient pas rouges. Des choses comme ça, ils étaient obsédés par les détails. Oh, c'est certain, ils le sont encore aujourd'hui. Je veux dire, ils vérifiaient le bâtiment et tout le reste pour s'assurer que, vous savez, oui, bien sûr, non, ce bâtiment est 100% Porsche. Je veux dire, il sent, respire, ressemble, tout est Porsche. Et de la même manière, Bentley sera pareil, vous savez. Donc, le concept de l'ascenseur à voitures a commencé parce que mon père possède un immeuble à New York qui est une concession automobile sur le 270 11e avenue. Ça s'appelle Manhattan Motor Cars. Et c'est une concession Porsche, Rolls-Royce, Bentley là-bas, et c'est un immeuble de 5 étages. Vous entrez, vous appuyez sur un des 5 boutons de l'ascenseur, il monte, la porte s'ouvre, vous sortez directement. On s'est dit, OK, à quel point ça va être cool, peut-être qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, vous aurez un radio-identification par fréquence où, ouais, on va au service des pompiers avec un design, et vous entrez, ouais, il vous prend là où ils ont dit que c'était super, 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 mais hors de question. Et vous savez, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que vous démarriez une voiture au milieu du bâtiment. Et donc, c'était tout un autre processus de quel rapport a Porsche avec l'immobilier? On a dit, faisons un immeuble pour l'amateur de voitures, pour le gars qui veut sa voiture dans son salon, et c'était ça notre idée. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y a quelque chose que je ne pensais pas qui allait arriver. Mais en fait, comme nous avons tous ces clients sud-américains, ils adorent le fait qu'il y ait la sécurité, la confidentialité et la sûreté de pouvoir monter et descendre de leur appartement sans voir personne, sans croiser qui que ce soit, sans que personne
sachent qui ils sont. Au lieu de sauter sur l'occasion et de se dire « et je sais que vous avez probablement les brevets et la propriété intellectuelle verrouillés », mais au lieu de se dire « comment pouvons-nous reproduire cela ?» C'est une fonctionnalité vraiment géniale. Cela sert la même clientèle que nous. C'est comme, immédiatement, c'est comme Blockbuster face à Netflix, tu vois. Les gens sont tellement lents, ils ont peur d'évoluer, ils ont peur de... La nouveauté, oui, et quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils disent vite non. Et s'il y avait un peu d'éducation, et surtout pour les promoteurs, je m'attendais à ce qu'à ce stade, les promoteurs auraient compris ce que je fais. Oui, qu'ils auraient compris que c'est, tu sais, la raison pour laquelle on installe un ascenseur à 85 millions de dollars dans un immeuble. Tu comprends pourquoi? Oui, bien sûr. Eh bien, parce que c'est une question de confidentialité, c'est une question de commodité, c'est le... Tu vois, les gens ne comprennent pas, non, ça c'est l'effet abstrait. Mais il y a une raison financière. Il y a une raison financière pour laquelle j'ai fait breveter ce truc. Ouais, quelle est la raison financière? Le floor area ratio, tu comprends l'immobilier. Tu achètes un terrain spécifique, il a un coefficient d'occupation des sols, floor area ratio. En Europe, ils appellent ça gross floor area surface de plancher brut, peu importe. Le floor area ratio sur ce site te permet de construire, dans le cas de la Bentley Tower, 600 000 pieds carrés de surface nette vendable. D'accord. Ça, c'est l'intérieur réel des appartements, sans inclure les balcons, sans inclure les escaliers, sans inclure les ascenseurs, sans inclure le parking. Donc, en plaçant maintenant le parking à côté de l'unité, oui, je comprends maintenant. Je le vends comme faisant partie de l'unité et je gagne 50% de plus sur l'immeuble. Donc, mon coefficient d'occupation des sols était de 600 000 pieds carrés. Maintenant, je vends 900 000 pieds carrés. Qu'est-ce que ça donne à l'écrit? Je récupère. Je vends mon terrain avec 50% de revenus en plus que le voisin sur un terrain de la même taille, sur une parcelle de la même superficie. Et oui, ça me coûte un ascenseur, mais 300 000 pieds carrés, faites le calcul à 1 500 $ le pied, ça fait 450 millions de dollars de revenus supplémentaires. Tu as dépensé 85 millions pour 4, d'accord? Donc voilà, c'est là que, enfin, si jamais tu devais me traiter de génie, c'est là que le génie intervient, parce qu'on a trouvé comment tirer chaque centime de ce bâtiment en ajoutant de la valeur, en créant ce système d'ascenseur. Mais tous les autres promoteurs offrent le parking, et moi je le vends au même prix au pied carré que l'unité. Donc c'est un moment décisif, vraiment, et je suis surpris que tous les autres promoteurs dans le monde ne m'appellent pas pour faire la même chose. Je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi, mais encore une fois, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, ils n'y sont pas habitués. Certains essaient de faire des bâtiments où tu entres et tu sors en voiture, mais là, les pompiers vont les arrêter. Je suis le seul système où tu n'as pas besoin de démarrer la voiture, c'est mon brevet. Tu entres avec ton passager dans la voiture, il y a un petit système satellite qui sort, soulève la voiture comme des baguettes, un peu comme une dépanneuse, ça prend l'avant, nous on fait les 4 roues. Donc la voiture est en stationnement, le passager est dans la voiture, moteur éteint, on te tire dans l'ascenseur, le désévateur, on t'emmène à ton étage, on te dépose dans ton garage personnel à 2 pas de ta porte d'entrée. Et comme c'est à 2 pas de ta porte d'entrée, tu dois acheter ce garage. Et si tu ne veux pas acheter le garage, cet immeuble n'est pas pour toi. Tu peux aller à côté. Tu as eu des objections? Oh oui. Oh, tu me fais payer le garage? Oui. Eh bien, ça fait partie de ton logement. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne me font pas payer à côté. D'accord, c'est là que tu dois habiter. Ils ne l'ont pas. Hein? C'est là que tu dois habiter. Va transpirer avec le voiturier et suer dans ta voiture et abîmer ta voiture toute la journée si ce n'est pas important pour toi, tu vois? Si ce n'est pas important pour toi. Si tu y réfléchis vraiment et que tu fais le calcul, encore une fois, je vends 4 places, ça fait, en termes de superficie, environ 2 millions de dollars. Ce n'est pas donné, c'est 500 000 $ la place de parking, et si tu vas dans n'importe quelle ville du monde et que tu veux acheter une place de parking, c'est ce prix-là. À Hong Kong, elles partent à 2 millions. À New York, à 1 million. Donc dépenser un demi-million de dollars pour avoir la voiture... Juste là, devant toi. Comment fais-tu quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant? Parce que je connais des gens qui créent des technologies, des logiciels qui n'ont jamais été faits auparavant. Construire quelque chose de physique qui nécessite de l'ingénierie, de l'architecture. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. C'est cher. Ça prend du temps. Eh bien, voilà ce que... Je dois être honnête et dire que je n'ai rien fait qui n'ait jamais été fait auparavant. J'ai juste assemblé des éléments d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. C'est-à-dire que ce que nous avons pris, c'est le stationnement automatisé. Ça existe depuis les années 70, mais ça a toujours été fait pour gagner de la place.
pour mettre les voitures les unes à côté des autres, économiser les allées, vous savez, et rendre le parking plus efficace parce que les parkings coûtent cher. Donc j'ai juste pris ce même principe et je l'ai adapté d'une manière où, au lieu de chercher à gagner de la place, je cherche à amener un passager dans la voiture. Donc on a dû ajouter beaucoup de dispositifs de sécurité pour les passagers. Et la réponse est oui. Je ne suis pas ingénieur, mais nous avons engagé les bons ingénieurs qui ont dit « Hey, comment pouvons-nous nous rapprocher de cela ?» Et comment pouvons-nous nous rapprocher de cela? Et des gars apparaissaient de nulle part et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Mais plus tard, ils sont devenus certains des gars les plus précieux de tout le projet, vous savez. Je suis le seul ascenseur au monde avec un système de gicleurs à l'intérieur. Si la cabine prend feu, vous savez qu'il y a un système de gicleurs dans un ascenseur en mouvement. Nous voyageons. Et donc au début, nous avons dit « Oh, nous allons avoir un ascenseur itinérant. Câble d'eau, ouais, et j'ai dit que ça allait être un putain de problème. Tu ne peux pas faire ça. Donc on est passé à un système de brumisation avec ces énormes bouteilles de plongée qui sont posées sur la cabine et elles diffusent de la brume en cas d'incendie. Ouais, je veux dire, mais il suffit de s'asseoir, de réfléchir et de trouver la solution. Tout est disponible. Aujourd'hui, tout peut être fait aujourd'hui, tu sais, et si ça ne peut pas être fait, c'est facile à fabriquer aujourd'hui avec les imprimantes 3D et tout le reste. Tout peut être fabriqué, ouais. C'est vrai, donc c'est très vrai. Et écoute, je ne sais pas, il ne faut jamais accepter un non comme réponse quand il s'agit d'innovation, quand il s'agit de construire. Je sais parce que j'y crois vraiment. Il y a toujours une solution, tu sais, et c'est vrai, il y a toujours une solution, il suffit juste de réfléchir, tu sais, et parfois, je ne suis pas en position de réfléchir parce que je ne connais pas la solution, mais je m'assois là et je force mes équipes à réfléchir et je leur pose des questions qu'un enfant de 3 ans poserait pour stimuler la réflexion, tu vois, mais pourquoi on ne peut pas le faire comme ça et pourquoi on ne peut pas le faire autrement, même si je sais que leurs réponses vont être « mais qu'en est-il de ceci et qu'en est-il de cela et qu'en est-il de ceci et qu'en est-il de cela ?» et je force juste les experts qui sont des experts. Ils font ça depuis toute leur vie. Je sais, les forcer à réfléchir. Tu sais, les forcer à réfléchir autrement. Je veux juste prendre une seconde et remercier Cornbread Ham d'avoir soutenu l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les bonbons gélifiés au cannabidiol de Cornbread Ham ont vraiment été un excellent ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas tous les jours, seulement quand je veux me détendre après ces semaines particulièrement chargées, mais ils sont parfaits pour ces moments où tu veux relâcher la pression et simplement retrouver ton équilibre, vraiment déconnecté du travail. Ce qui les rend spéciaux, c'est la façon dont Cornbread les fabrique à la main. Ils utilisent uniquement la fleur de plante de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture. C'est ça le meilleur pour une expérience la plus pure et la plus puissante. Aucun additif, aucune substance artificielle. Juste de la pureté à spectre complet et de délicieuses saveurs de pastèques, de fruits rouges et de pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour ces moments où j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre et j'adore aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire tiers. Donc, vous savez exactement ce que vous obtenez et ils ont préparé une offre spéciale pour tous les auditeurs du podcast Success Story. Tous les auditeurs peuvent économiser 30% sur leur première commande. Il suffit d'aller sur cornbreadhemp.com/success et d'utiliser le code success lors du paiement. C'est cornbreadhemp.com/success, code success pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables gummies. Le HubSpot Podcast Network est un partenaire de Success Story. Maintenant, si vous aimez Success Story, vous allez adorer les autres podcasts du HubSpot Podcast Network. L'un de mes préférés personnels est un Digress animé par mon pote Troy Sandage. Chaque épisode dure moins de 30 minutes. Un Digress aide à éliminer la complexité, les complications et la confusion dans votre entreprise grâce à des cadres et des stratégies pour atteindre un succès véritablement évolutif et durable. Si vous êtes un entrepreneur qui construit quoi que ce soit, vous devez écouter un Digress. C'est l'un des podcasts business les plus utiles. Croyez-moi, faites-vous une faveur et écoutez un Digress où que vous trouviez vos podcasts. Parlez d'innovation pour l'ascenseur, mais parlez aussi d'innovation en général. J'aimerais savoir, je veux connaître des choses que vous prévoyez peut-être pour Bentley, mais aussi pour le prochain bâtiment après celui-là. Je sais que pour Bentley, c'est déjà un peu décidé, ça ne changera pas, mais quelles sont selon vous les façons d'innover dans un secteur qui est l'un des plus anciens au monde ? Vraiment. Vraiment, c'est le plus ancien. Oui, je veux dire, l'une des principales innovations que nous avons faites chez Bentley, je ne sais pas, êtes-vous déjà allé au bureau de vente? Oui, d'accord. Donc vous avez vu les balcons? Oui, ça a commencé à l'hôtel Trump International. L'un des ingénieurs de Porsche est venu, il est resté à l'hôtel et c'était une journée venteuse. Il était dehors et il a dit « Je suis allé sur le balcon de votre chambre d'hôtel et je n'arrive pas à allumer mon cigare et je ne veux pas rentrer à l'intérieur, allumer le cigare et ressortir parce que ça va empester la chambre et je ne peux pas. » Il dit « Est-ce que vous pouvez, au-dessus des rambardes du balcon, fermer avec une sorte de fenêtre accordéon ou coulissante ?» Et j'ai dit que ce serait cool, mais on ne peut pas faire ça parce que ça deviendrait de la surface intérieure. Donc on a réfléchi et on a trouvé sur le balcon de Porsche. On a fait le balcon avec la rambarde, mais ensuite, vers le bord du balcon, nous avons fait 4 étages du sol au plafond.
des panneaux de verre du sol au plafond sur le balcon. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, chez Porsche, vous avez un espace d'environ 8 par 10. Ah oui, zéro vent. Sur le balcon, parce que le vent est piégé dans ce petit espace-là. Et donc, il dit, merde, ce truc marche vraiment bien. Faisons-le exploser chez Bentley. Et donc, nous, chez Bentley, avons une pose supplémentaire de fenêtres sur le bâtiment, ce que personne d'autre n'a. Mais ce que ça fait, c'est que ça te donne un balcon à 3 côtés. Donc maintenant, on a des balcons de 1500 pieds carrés sans aucun vent sur le balcon, même quand le vent souffle fort contre toi. C'est un vrai changement. Miami, pour une raison quelconque, ne fait pas beaucoup d'intérieur-extérieur. Et maintenant, on a vraiment, à cause du vent, du temps, de la pluie, demain, toutes les 5 secondes, tu dois rentrer tes coussins et les ressortir. On a résolu ça. On a résolu ce problème. Tu n'as pas besoin de toucher à tes coussins. Tu n'as pas de vent sur le balcon. Alors, on a mis une piscine sur le balcon, on l'a encastré, on a un barbecue, tu peux... Et on invite nos clients, on dîne dehors là-bas, et on leur montre, même les jours les plus venteux, regarde, rien ne s'envole de la table. C'est une extension extérieure de ton salon. Et donc, je pense que ça a tout changé. Personne d'autre ne l'a encore fait. Ils vont tous commencer à me copier bientôt. Et je le sais, comme d'habitude, et c'est pas grave, tu sais, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être breveté, n'est-ce pas? Mais nous avons découvert que si vous ajoutez un 3e Mur à votre balcon. Quand vous innovez, comment protégez-vous votre propriété intellectuelle? Comment faites-vous pour vous assurer que les gens ne font pas simplement des copies? Maintenant, je trouve fou que les gens ne vous copient pas encore. À un moment donné, ils le feront. Eh bien, ici, vous m'avez posé la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, comment je me différencie? Donc, c'est quand j'ai fait la Porsche, personne ne voulait me parler. J'ai eu cette idée folle d'installer un ascenseur pour voiture. Et même pour l'ascenseur, les gens pensaient que j'étais fou. J'ai finalement trouvé un gars à Chicago qui a pu le construire pour moi. Il avait une entreprise spécialisée dans les ascenseurs et faisait toutes sortes de monte-charges spéciaux. Une fois que nous l'avons construit et que nous avons fait une preuve de concept, comme ils disent, maintenant j'ai toutes ces grandes entreprises d'ascenseurs qui se disent « Mince, on est peut-être passé à côté de quelque chose de vraiment important ». J'ai donc breveté le concept, j'ai un brevet mondial sur le Deservator qui permet de transporter des passagers dans une voiture, dans un ascenseur adjacent à une unité d'habitation. Et c'est encore plus profond que ça, mais j'ai un brevet. Pourquoi? Parce que ça génère des revenus. Ça ajoute de la valeur. Je peux ajouter des centaines de millions de dollars au résultat net d'un promoteur. C'est pourquoi je pense que toute personne qui le souhaite. Donc maintenant, le passage que nous avons fait de Porsche à Bentley, je fais installer des ascenseurs Otis qui construisent l'ascenseur pour Bentley. Otis est la plus grande entreprise d'ascenseurs au monde. Et maintenant, cela me donne aussi la possibilité d'aller vendre ce concept d'ascenseur partout. Donc, je peux aller à Dubaï et dire « Hey, tu veux un ascenseur? Mes gars chez Otis vont te le construire. » Ils construisent comme des fous aussi. Ouais, mais en Chine, tu veux un ascenseur. Mes gars chez Otis vont le construire. Donc maintenant, avec Otis sur la photo et en partenariat avec nous, et j'espère que ça va donner un super boulot. Donc ça me donne une portée mondiale avec ce brevet qui me coûte environ 300 000 $ par an juste pour le maintenir en vie. Mais tu ne les vois pas encore copier d'autres parties de ce que tu as construit. Pas encore. Pas encore. Je veux dire, il y a un bâtiment qui fait quelque chose de similaire, il y en a un autre au Brésil. Beaucoup d'entre eux, pour l'instant, se contentent d'entrer et de sortir d'après ce que j'ai vu. Mais tu sais, on va appeler les pompiers locaux et leur demander comment... C'est légal. Tu as un pipeline de projets sur 25 ans, c'est bien ça? Probablement plus, probablement plus. Comment fais-tu quand tu penses à ce que tu construis pour l'avenir? Comment gères-tu cela alors que les marchés vont changer, les gouvernements vont changer, tout va changer à un moment donné? C'est vrai, je veux dire, tu ne le fais pas quand tu as ce genre de choses, c'est bon. Donc tu dois, spécifiquement, le pipeline de 25 ans que nous avons concerne tous des types de produits différents. Donc, peu importe, ça veut dire que j'ai 1800 unités de logement pour la main-d'œuvre que nous prévoyons de réaliser. Nous avons un projet de 2000 unités de superluxe avec un canal et tout ce qu'il faut sur l'Intracoastal Mall. J'ai encore 4 terrains en bord de mer, ce qui représente probablement 250 unités de plus chacun de condos. Mais pour chacun d'eux, le marché fluctue constamment. Un jour, les locations sont en vogue, un autre jour, c'est le commerce de détail, un autre jour, ce sont les condos qui sont recherchés. Donc, pendant tout ce temps, tu sais, on va simplement suivre les hauts et les bas du marché. Je veux dire, quand tu construis ces choses-là, ce n'est pas une question de marché. Tu es dedans, tu vois. Tu es dedans pour 2 mandats présidentiels, tu comprends? Du jour où tu commences jusqu'au jour où tu termines, ça prend 6 à 7 ans. Donc ce n'est pas seulement la personne en fonction ce jour-là ou le sentiment des acheteurs ce jour-là. Tu vas devoir vivre avec ces choses-là pour toujours. Est-ce que tu vois de nouvelles technologies
dans le secteur de l'immobilier, ou même pas seulement dans l'immobilier, mais dans le luxe et le lifestyle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que tu serais éventuellement enthousiaste d'intégrer? Beaucoup de robotique. Je pense que la robotique va vraiment tout changer. On s'y intéresse déjà. Oh oui, 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 je travaille déjà sur la création d'une machine. Ça existe déjà, mais ce n'est pas encore parfait, hein. La livraison de colis. Tu vois, toi, tu vis dans une maison, donc tu n'as pas ce problème. Moi, je vivais dans un condo. Donc Amazon aujourd'hui, c'est une force, là, tu sais, et c'est une force dans la façon dont tout le monde reçoit ses affaires dans ses appartements. Et ça a vraiment été un casse-tête pour les immeubles, les salles de colis dans les immeubles, l'organisation, savoir quelle unité reçoit quoi et comment communiquer avec le résident pour lui dire que ses affaires sont là ou non. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il n'est pas présent? Je pense qu'un robot pour livrer aux unités et leur faire signer les reçus et tout ce genre de choses, c'est comme ça que ça va se passer. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Tu les as vus dans certains hôtels comme Majordome. Ouais, je les ai vus, mais ces trucs-là ne transportent pas vraiment de charge utile. Ils transportent une charge utile qui est, tu sais, pour un pack de 6 de coca. Et tu sais, c'est ça le problème avec eux. Et aussi, la technologie là-dessus est déjà dépassée. Donc, pour moi, le vrai luxe et la vraie commodité, c'est d'y arriver. Je crois que mon slogan, c'est le luxe, c'est la vie privée. Et ça, c'est moi personnellement, ce n'est pas pour tout le monde, mais le luxe se répand si je peux accomplir tout ce dont j'ai besoin sans avoir à demander de l'aide à qui que ce soit. Ça, c'est du luxe. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je dois demander à mon voiturier d'aller chercher la voiture, c'est un problème, c'est pénible, c'est embêtant juste parce qu'il y a une personne de plus à gérer, une personne de plus devant, qui je dois bien me coiffer, sourire. Tu vois, moi, je veux juste pouvoir aller et venir comme on le fait dans une maison individuelle, tu vois. Donc, on fait ça là où je veux être. Je veux juste pouvoir, comme quand tu commandes Uber Eats, tu vois, sur ton téléphone où tu ne parles à personne. À quel point les gens adorent ça. Ils commandent une couronne et la nourriture magique arrive. Tu peux avoir ça en bas et tu peux avoir la même chose et ça arrive A en 10 minutes, B de la part du gars que tu connaissais qui l'a cuisiné. Tu connais les ingrédients. Je veux dire, c'est un peu, tu sais, un meilleur niveau de ce genre d'expérience. Je veux dire, et puis avoir la possibilité de simplement, tu sais, couper le monde ou de descendre rencontrer des gens dans la même situation socio-économique que toi, c'est l'autre aspect. Tu veux vivre avec des gens comme toi. Tu sais, parce que j'ai fait l'erreur de construire un immeuble une fois où il y avait des appartements d'une chambre. Des appartements de 75 mètres carrés mélangés avec des appartements de 370 mètres carrés. Et il y a un système à 2 vitesses. Et un système de seconde classe dans cet immeuble. Le gars avec l'appartement d'une chambre est en bas en train de dire « On n'a pas besoin de 6 voituriers ». Et le gars avec l'appartement de 370 mètres carrés dit « Il nous faut 4 voituriers de plus. J'ai attendu 4 minutes pour ma voiture. » Vous savez? Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, 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 je sais. Et les gens doivent vivre ensemble. Tu crées une communauté. Oui, et tu ne peux pas échapper aux autres. Tu ne peux pas échapper aux autres. Tu vois, la communauté doit être... Tous des résidents partageant le même état d'esprit, tu sais, et des gens qui ont les mêmes intérêts. On a quitté des immeubles bien plus tôt dans ma vie quand on était juste locataire, simplement parce que l'immeuble ne correspondait pas. On réussissait financièrement ou professionnellement, et c'était un mélange de, tu sais, des jeunes qui étaient et peut-être 2 personnes partageant un condo contre des familles. À chaque niveau, peu importe le niveau, ça pourrait être un appartement de 400 mètres carrés ou même plus grand, peu importe, tu veux toujours être entouré de gens qui vivent à peu près la même vie que toi. Et je pense que c'est simplement une expérience agréable. Tu veux être dans le bon quartier. C'est ça qui fait toute l'expérience de vie. Exactement, tu vois, parce que personne ne veut une mauvaise... quartier. Tu ne veux jamais ça. C'est pour ça que ce quartier, tu n'as pas envie de rentrer chez toi quand tu as un mauvais voisin. Aussi, juste un dernier commentaire sur l'immobilier et il y a d'autres choses dont je veux parler, comme le luxe et le style de vie que tu as inclus. Mais aussi, je veux parler de certaines personnes qui achètent tes unités et de ce que le luxe signifie vraiment, vraiment. Mais juste sur le sujet des projets futurs et du sud de la Floride en particulier. Tu es entièrement tourné vers le sud de la Floride. Pourquoi tu crois autant en cette région? Je sais que tu es ici depuis toujours, mais si tu n'avais jamais laissé ta marque dans le sud de la Floride, est-ce que tu croirais encore en cette partie des États-Unis? Eh bien, j'ai clairement... Ici, c'est le bon endroit au bon moment, tu sais. Et il y a eu plusieurs situations où cet endroit monte, descend, mais à chaque fois que ça descend, ça remonte, ouais, et ça revient au double, tu vois. Donc, j'ai confiance aux États-Unis, mais je vois aussi ce qui se passe partout dans le pays et les changements de population. Alors, on est vraiment chanceux et privilégié d'être ici. C'est pour ça que, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura encore plus de gens qui vont venir. Si tu viens ici en vacances, c'est très difficile de repartir, tu sais. Oh, je sais. Je suis venu ici il y a 6 ans. Ouais.
Et si tu as la possibilité de payer, de tout quitter et de partir, si tu travailles à distance, si tu fais ça, tu sais, les gens vont le faire. Pourquoi pas? Pas d'impôt sur le revenu d'État. Ouais, j'ai vu ça hier. Et quelque part, au New York, l'État de New York et l'État de Floride ont à peu près la même population. Et l'État de New York, étant dirigé par les démocrates, ils ont le double du budget annuel de la Floride, je veux dire. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'il déblaye un peu de neige, je veux dire, nous avons des ouragans, c'est l'équilibre, tu sais. Donc je ne comprends pas. Tu sais, il y a des gens, c'est un État bien géré. DeSantis est génial. Ouais, c'est vraiment un gars génial. Et donc, tu sais, les gens apprécient ça. Tu sais, Je sais que les gens n'investissent pas dans l'immobilier en Californie ou à New York ou dans beaucoup d'autres États très démocrates. Mais y a-t-il autre chose que tu voudrais? Tu sais, je sais que tu es bien implanté en Floride, mais y a-t-il d'autres endroits où même quelqu'un qui débute, peut-être qu'il veut acheter, tu sais, son premier bien immobilier pour investir? Où d'autres regarderais-tu? Je veux dire, si tu écoutes les chiffres sur l'immigration et la croissance démographique, nous avons augmenté de 5% la taille de ce pays ces dernières années parce que Biden a laissé entrer ces personnes. Maintenant, elles ne peuvent pas forcément se permettre d'acheter des maisons et elles vont vivre à plusieurs, etc., etc. Mais avec le temps, cela va se répercuter sur un besoin énorme en logement. Et donc, n'importe quel niveau relatif de logement va être lucratif à condition de le faire correctement dans les bons quartiers, etc. Encore une fois, nous sommes dans un microcosme de très haut niveau. Je construis à Orlando. Nous avons 1000 unités de location. Nous avons 2 immeubles terminés, 350 unités terminées chacun. Et nous allons bientôt commencer le 3e immeuble. Donc, nous sommes aussi présents sur tous ces types de marchés. Et nous le voyons. Et c'est la Floride, je veux dire. Oui, c'est toute la Floride. Ils construisent encore plus. Universal construit dans le parc. tout devient de plus en plus grand. Penses-tu qu'il vaut mieux être proche de l'immobilier dans lequel tu investis et bien connaître la région ou simplement chercher l'État ou l'opportunité la plus stratégique? C'est définitivement un business localisé, absolument. Et quand tu es sur place, tu t'en sors beaucoup mieux que simplement voyager partout et dire « je vois ceci » ou « je vois cela ». Gérer l'entreprise, gérer les relations au sein de l'entreprise, quand tu es local, c'est plus important. Je vois beaucoup de ces promoteurs de New York venir de l'extérieur et se faire complètement dépasser. Ouais, toi. Tu sais, les sous-traitants vont leur facturer un montant différent simplement parce qu'ils savent que ce sont des opportunistes. Ils sont là uniquement parce que le marché est en plein essor. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Tu vois, alors que moi, je travaille avec certains des mêmes sous-traitants depuis 20 ans. Tu sais, donc tu obtiens des tarifs différents à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on est du coin, c'est certain. Et je me le suis même dit à moi-même. Quand les gens disent « Hey, faisons un projet là-bas », je réponds que je ne suis pas organisé pour construire à cet endroit. Mais trouve-moi le bon promoteur, tu sais, le guilde déserte de cette ville, et je mettrai de l'argent derrière lui, tu vois? Pour ton acheteur, pour la personne qui vit dans tes immeubles, penses-tu que le profil d'une personne de luxe va un jour changer? Ou bien leurs standards resteront-ils les mêmes? Tu les vois changer dans un avenir proche? Ce qui a changé, c'est qu'il y a toujours l'acheteur de luxe qui est extrêmement exigeant et qui demande beaucoup. Mais ce qui a changé, c'est que tu as Tu sais, oui, il y a ceux qui gagnent à la loterie, là, qui gagnent de l'argent à la loterie, ou bien un joueur de basket ou un chanteur, quelque chose comme ça. Et oui, ils arrivent et tu dois un peu leur expliquer comment se conformer aux autres. Mais à part ça, est-ce qu'ils ont beaucoup de demandes spéciales? Non, c'est plutôt nous qui avons des demandes spéciales envers eux, tu vois, comme se comporter correctement et ne pas fumer de l'herbe dans les ascenseurs. Ce genre de choses, tu vois, c'est ça. Quand tu emménages dans ces immeubles, tu es entouré de dames et de messieurs, tu dois te comporter comme une dame ou un monsieur, c'est tout. Oui, je suis sûr que tu as un avis sur l'argent nouveau par rapport à l'argent ancien. L'argent est vert, c'est tout pareil, ça ne change rien. Et tu sais, j'ai vendu une unité à un gars, oui, qui était vraiment quelqu'un de classe. Un vrai gentleman. Même élégant, tu sais, c'est la façon dont il se tenait et tout le reste. Et il m'a acheté une unité. Et je leur ai dit, il disait qu'il était à la retraite, j'ai demandé qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie passée. Et je vais te dire, c'était au début des années 2000, et il m'a dit, j'étais chauffeur chez UPS, et j'ai investi toutes mes actions UPS, et UPS est entré en bourse au début des années 2000, à peu près à cette époque. Et le gars est devenu millionnaire du jour au lendemain après avoir été chauffeur chez UPS. Donc ce type, c'était un gars ordinaire, mais il n'avait pas l'air d'un gars ordinaire. Il n'agissait pas comme un gars ordinaire. Il avait des goûts raffinés. Et il a acheté un bel appartement chez moi qu'il a payé 300 000. Un appartement qui vaut aujourd'hui 1 200 000. Facilement, peut-être même plus.
L'immobilier, à mon avis, est l'un des meilleurs investissements. Je crois vraiment que c'est l'un des meilleurs investissements. Je pense que plus de gens devraient être dans l'immobilier d'une manière ou d'une autre, peu importe laquelle. En dehors du fait que c'est un actif physique que l'on peut toucher, on peut aussi le mettre à profit, ce qui est également génial. Mais je trouve que les gens, si tu te contentes de toucher un salaire, c'est très facile de tout dépenser, puis tu gagnes un peu plus et ensuite ton niveau de vie augmente. Et je veux dire, c'est plutôt une leçon pour les personnes qui commencent tout juste, qui en sont vraiment au début. Mais si tu as un peu d'argent qui te reste, mets-le dans un projet immobilier, trouve un moyen de l'investir pour que ça fructifie, investis-le dans quelque chose. Tu sais, s'il y a une sorte d'action de premier ordre, quelque chose comme ça, oui, parce qu'il devient de plus en plus difficile d'investir un peu d'argent dans l'immobilier maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Donc je pense que la réponse, c'est de commencer le plus tôt possible plutôt que d'attendre. Les montants des transactions étaient de 5 à 10 millions et ces mêmes montants sont maintenant de 50. À 75 millions, oui, je sais. Donc c'était facile de se lancer, mais maintenant, tu penses que quelqu'un qui a vraiment gagné de l'argent, disons qu'il a eu, tu sais, une sortie à 50 millions de dollars, une sortie à 100 millions de dollars, ce sont des entreprises de taille respectable qu'ils ont construites à ce stade. Et ils veulent se lancer dans l'immobilier. Et ce n'est pas parce que tu es un bon entrepreneur que tu es forcément un bon investisseur. C'est une chose que j'ai apprise à de nombreuses reprises. Il faut apprendre les règles du jeu. C'est aussi un autre jeu qu'il faut apprendre. Tu penses qu'ils devraient investir leur argent dans l'immobilier? Tu penses qu'ils devraient placer leur argent dans un fonds? Tu penses qu'ils devraient gérer leurs propres biens? Comment tu réfléchis à ça quand les gens viennent te demander des conseils en immobilier? Je suis sûr que tous tes amis qui ne sont pas dans l'immobilier te posent la question. Et ça doit être agaçant. Ils te demandent probablement, ils ont de l'argent. Comment commencer? Ça dépend de la personne. Je veux dire, es-tu un investisseur passif ou un investisseur actif? Est-ce que tu veux vraiment t'impliquer ou tu t'en fiches et tu veux juste placer ton argent, te réveiller et regarder un relevé bancaire? Tu sais, l'immobilier, il y a quand même un peu d'investissement actif là-dedans. Donc, si quelqu'un se lance dans l'immobilier, je veux dire, ton premier immeuble était un immeuble de 80 millions de dollars, c'est un immeuble de bonne taille. Est-ce que c'est un gros immeuble pour quelqu'un qui débute? Oh oui, c'était énorme. Oui, donc, je veux dire, on n'a pas... C'est une histoire. Comment on a commencé là-dedans? On avait des partenaires au début. Mon père s'est disputé avec les partenaires et il les a rachetés. Et moi, je travaillais pour les partenaires. J'apprenais, tu sais, je n'avais jamais rien construit. J'avais 24, 25 ans. Et quand mon père s'est disputé avec les partenaires, il disait qu'ils allaient trop lentement. Et il a dit, hé, rien que pendant qu'on est resté assis ici, la valeur du terrain a augmenté de 10 millions de dollars. Alors, ils ont dit, si ça a augmenté de 10 millions de dollars, paye-nous 5 millions et rachète-nous. Et il a dit d'accord, et il leur a payé 5 millions de dollars pour les racheter. Et c'est ce jour-là que j'ai fumé ma première cigarette devant mon père. J'étais là. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on ne sait pas ce qu'on fait. Il n'avait jamais rien construit, il a dit. Et mon père a toujours eu beaucoup de confiance en moi. Il disait, tu es plus intelligent que ces trois types dans la pièce. Tu vas trouver une solution. Et c'était une bonne dose de confiance. Un bon coup de pouce, et on a compris la construction. Ils construisent depuis l'époque des pyramides, donc tu sais, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si fou, ce n'est pas de la chirurgie du cerveau, il faut juste comprendre comment faire. Et c'est pour ça qu'à mon troisième immeuble, je me suis lassé de construire des bâtiments ordinaires. On a commencé à mettre des ascenseurs pour voitures et des piscines sur les balcons, et à voir comment on pouvait compliquer à l'extrême la situation la plus banale. Ouais, et je ne sais pas, je pense que les gens ont peur de prendre ce genre de risque. Je pense que beaucoup de gens auraient peur de prendre des risques. Tout est une question de risque calculé et il faut se sentir à l'aise avec ça. Et je me sens vraiment à l'aise quand je dis qu'aujourd'hui, tout peut être construit. On peut mouler le béton dans n'importe quelle forme. L'acier, les ordinateurs derrière tout ça peuvent te dire comment faire tenir une structure. Donc tout est possible. C'est juste une question d'argent, non? Donc il faut d'abord partir du principe que tout est faisable, puis il faut trouver comment rendre ça économiquement viable. C'est-à-dire comment continuer à gagner de l'argent sur le projet. Si tu ne l'as pas... Comment tu as fait? Tu n'as pas mis les 83 millions en liquide, tu avais des banques derrière toi et tout ça. Oui, on avait un prêt de construction de... 60 millions et on avait... Donc, c'était un prêt de bonne taille pour la construction. Oui, ça venait d'une banque qui n'existe plus aujourd'hui. Comment t'as fait pour qu'ils te fassent confiance et misement sur toi? Ce n'était pas facile, on a dû, tu sais, on a dû promettre, on a dû montrer, on a dû prouver tout ça. On a montré les ventes, on a dû prouver qu'on avait l'équipe de construction, les contrats étaient tous en ordre, tout était bien ficelé. Et on a trouvé Colonial Bank pour nous accorder un prêt parce que les banques traditionnelles ne voulaient pas nous parler. C'est le genre de situation où on te dit que pour ce boulot, il te faut de l'expérience. Personne ne va t'embaucher sans expérience. Mais alors, par où commencer, où trouver cette expérience? C'était vraiment ce genre de situation. On n'avait pas d'expérience, personne ne voulait nous accorder de prêt, mais une fois que tu as de l'expérience, tout le monde devient ton meilleur ami.
C'était pareil avec l'ascenseur pour voiture. Tu sais, personne ne voulait me soutenir quand je construisais le désévateur, mais une fois que je l'ai construit, j'avais Otis, Koenig, tout le monde qui courait après moi. Koenig, c'est ça, tout le monde courait après moi pour le faire. Voilà le genre de situation. Les ascenseurs, tu sais. Donc oui, c'est une bonne leçon parce que, je veux dire, je comprends. Tu n'as pas commencé avec 0 argent sur ce premier immeuble, mais un prêt de 60 millions de dollars, c'était énorme. Oui, c'est beaucoup. C'était gros et on peut dire que beaucoup de gens pourraient reproduire, même à une échelle un peu plus petite, cette première construction s'ils sont intelligents. Aujourd'hui, c'est sûr, aujourd'hui, obtenir un prêt de 60 millions, c'est plus facile. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent disponible. Et si vous avez le droit, c'est le... Plan d'affaires, d'accord. Donc tous ceux que je connais dans le sud de la Floride, la première fois qu'ils engagent un entrepreneur général et une équipe, ils se font avoir. Comment as-tu fait pour ne pas te faire avoir? Ou bien tu t'es fait avoir et tu as compris malgré tout? Tu sais, c'est l'une de ces situations, qu'est-ce que tu appelles vraiment se faire avoir? Bien sûr que tu vas te faire avoir, ouais. Je me fais avoir tous les jours parce que je suis le gars qui paye pour tout. Tu vois, donc tu sais, mais parfois, tu te fais avoir et tu ne peux pas le prendre personnellement parce que c'est comme ça. Tu sais, il y a des choses que l'architecte a oubliées sur les plans. J'ai une poupée dans mon bureau qui ressemble à un de mes ingénieurs, où tu peux en fait appuyer et étrangler son cou et il colle. Donc mes gars me l'ont offert. Alors je ne veux pas mentionner le nom du gars, mais j'étrangle son cou parce que je veux, tu sais. C'est le gars que tu veux étrangler. Mais ces choses sont comme elles sont. Et tu sais, heureusement, on fixe bien nos prix. On a un coussin à l'intérieur pour absorber les imprévus qui arrivent. Mais tu sais, il ne faut pas le prendre personnellement. Bon, il faut juste continuer d'avancer. J'adore ça. Ouais, d'accord. Encore quelques-uns. Comment tu appelles ça? C'était quoi mes gilismes? Gilisme? Ouais. C'est comme ça que mon équipe appelle mes réflexions philosophiques. Certaines sont bonnes. Ouais, bah, certaines sont vraiment bonnes. J'en ai noté quelques-unes que je trouve intéressantes. Dis-moi simplement ce que ça signifie pour toi et ce que ça signifie pour les gens qui écoutent. Le succès n'est pas un chiffre. Le succès, c'est le retour que je reçois sur ces bâtiments. Donc tu ne cours pas après l'argent? J'ai assez d'argent, heureusement. Dieu merci, tu sais, en quelque sorte. Là, tu vois, j'ai assez d'argent, ouais. Les gens, ouais, franchement, quel meilleur sentiment que d'entendre quelqu'un te dire « Oh mon Dieu, j'ai un gars là-bas, il me dit, t'as changé ma vie, il dit, t'as créé... » Mais la raison pour laquelle je descends, prendre mon petit déjeuner là-bas, c'est parce que t'as mis ce restaurant ici et blablabla. Et tu sais, des choses vraiment profondes auxquelles tu ne penses pas forcément, tu vois. Et ils apprécient parce que j'ai tout mis en place pour eux. J'ai trouvé le chef, c'est le gars là-bas, on a tout organisé, tu sais, on a eu un chef étoilé Michelin. Ouais, bon, ça c'est pour l'heure qui vient, tu sais, c'est quelque chose d'énorme. Ouais, chaque non te rapproche d'un oui. Ouais, et c'est très vrai. N'accepte pas un non comme réponse, ne pense pas que tu sais, et moi, au point où le mot non pour moi, c'est vraiment, j'aime pas ça, tu vois. Et donc, et j'aime pas non plus quand on me dit non. En espagnol, on appelle ça devenir capricieux, tu sais. Quand on te dit non et que tu veux encore plus, tu veux encore plus. Donc, et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment accepté un non comme réponse et j'ai aussi appris à mon personnel, et dans le cadre de la formation qu'on fait dans mes hôtels et sur toutes mes propriétés, il est interdit d'utiliser le mot non. Si tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un, tu peux dire « nous ne pouvons pas, nous ne le faisons pas de cette façon. Nous ne pouvons pas le faire de cette façon, mais voici comment nous pouvons le faire. » Et ne donne jamais le négatif sans offrir le positif. Oui, trouve une solution parce que tu sais, juste dire « oh oui, je suis désolé, tu ne peux pas faire ça. » Non, c'est la France qui m'a énervé. Tu es déjà allé en France? Tout ce que tu demandes, non possible. Fesses, non possible. Mais j'ai envie de frapper chaque Français qui me dit non possible. Tu sais pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir de ketchup. Non possible. Ouais, je suis sûr que tu peux en avoir. Je pense que tu peux trouver une solution. Ouais, je veux dire, je ne pouvais pas garer la voiture. Après 4 heures, non possible. Tu sais, il y avait ces Français là-bas, mais c'est ça la différence. Il y a 2 types de personnes très différents dans ce monde, tu vois. Il y a ceux qui vont dire non ou qui vont venir vers toi avec un problème, et il y a ceux qui vont juste trouver une solution. Et avec qui tu veux être, hein? Exactement. Tu veux être avec des gens qui trouvent des solutions. D'accord, les 2 dernières questions, mais avant d'y aller, je veux juste que tu dises au public où ils peuvent aller pour se connecter à ton travail, ce sur quoi tu travailles, ton site web, tes réseaux sociaux, je ne sais pas ce que tu veux partager, mais... BentleyResidences.com est notre dernier projet. Desert.com est notre site web, mais je ne sais pas à quel point il est bien entretenu. Ah, c'est bon. 305-932-1000, c'est le numéro de notre bureau principal, vous pouvez nous joindre là-bas. Oui, et nous avons des projets en cours en ce moment.
Pour nous, mon principal objectif est Bentley. Je suis aussi partenaire, 50 partenaires dans le projet. À Hillsborough, c'est un Rosewood à Hillsborough où c'est magnifique. Ça va vraiment être incroyable. Je dois dire que je ne suis pas aussi impliqué que je le voudrais. Mais les designers là-bas ont fait un travail exceptionnel. Ce sera un immeuble de 11 étages où tout le premier étage sera consacré aux commodités. Ça va vraiment être un lieu exceptionnel. Tu vas vouloir y vivre. D'accord. Dernière question. La première serait, parmi toutes les paroles de sagesse que ton père t'a transmises en grandissant, quelle a été l'idée, la pensée ou le conseil le plus important qu'il t'ait laissé? Mon père racontait cette histoire, je ne sais pas si les gens la connaissent ou pas. C'est la philosophie de Michael Desert, d'accord? Et elle est géniale. Il racontait l'histoire du jeune taureau et du vieux taureau, tous les deux au sommet de la montagne, et le jeune taureau dit au vieux taureau « Eh papa, papa, regarde toutes les vaches, là-bas, allons-y en courant, descendons vite et allons baiser une des vaches. » Et le vieux taureau dit au jeune taureau « Fils, marchons lentement et baisons toutes les vaches. » Voilà la réponse. Ne cours pas juste pour en baiser une, prends ton temps, baise-les toutes.